Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal mondial. Cette semaine, l'actualité internationale reste marquée par la confrontation entre les États-Unis et l'Iran, les opérations militaires au Moyen-Orient, ainsi que les enjeux de sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz et à Bab el-Mandeb. En Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. De nouvelles attaques visent des infrastructures portuaires, des installations énergétiques et des navires, tandis que plusieurs incidents aériens mobilisent des moyens de l'OTAN. En Asie, région la plus présente dans l'actualité de la semaine, les tensions autour de Taïwan et les activités navales chinoises s'accompagnent d'une rivalité technologique et commerciale persistante entre Washington et Pékin. Nous reviendrons également sur les évolutions politiques en Amérique latine, les crises sécuritaires et sanitaires en Afrique, les mouvements migratoires entre le Maroc et Ceuta, ainsi que sur plusieurs catastrophes naturelles ayant touché l'Europe et l'Asie. Voici les principales actualités internationales de la semaine. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a demandé à la Cour suprême d'autoriser l'application nationale d'un décret durcissant les règles du vote par correspondance avant les élections de mi-mandat. Le ministère de la Justice souhaite suspendre une décision bloquant certaines dispositions dans 23 États et à Washington. Parallèlement, une formation fédérale d'appel a refusé de bloquer ce décret. Cette décision ne constitue toutefois pas une validation définitive de l'ensemble du texte dont l'application demeure incertaine. Au Sénat, les élus ont d'abord voté par 51 voix contre 43 pour faire avancer la nomination de Jake Layton au poste de directeur du renseignement national. Sa nomination a ensuite été définitivement confirmée. Donald Trump a également demandé au Sénat d'adopter une proposition visant à rendre permanente l'heure d'été et à supprimer les 2 changements d'heure annuels. Aucun vote définitif n'a cependant été annoncé. Sur le plan économique, le président américain a appelé la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt. Il a déclaré que les États-Unis devraient disposer du taux d'intérêt le plus bas au monde. De son côté, la Réserve fédérale a maintenu ses taux directeurs inchangés. 3 des 12 membres de son comité de politique monétaire se sont prononcés en faveur d'une hausse d'1/4 de point. La croissance économique américaine a, de son côté, ralenti au 2e trimestre, sous l'effet d'un élargissement du déficit commercial lié aux importations. La consommation et les investissements des entreprises sont toutefois restés soutenus. Dans le domaine aérien, la Federal Aviation Administration a indiqué que des sièges avaient été incorrectement installés sur plusieurs centaines de Boeing 737 MAX immatriculés aux États-Unis. L'autorité a demandé que les installations concernées soient corrigées. La FAA a également proposé de nouvelles règles destinées à accélérer l'autorisation des missions spatiales commerciales. Ces missions seraient soustraites à certaines dispositions relevant de 13 lois environnementales ou sectorielles. Il s'agit encore d'une proposition. Sur le plan commercial et technologique, l'administration Trump a annoncé des restrictions visant l'importation de nouveaux modèles chinois de robots humanoïdes et quadrupèdes connectés. La Commission fédérale des communications a également interdit l'autorisation de nouveaux modèles chinois d'onduleurs électriques, en invoquant des risques de sécurité. L'administration préparait aussi une augmentation de plusieurs centaines de millions de dollars des financements consacrés à des programmes visant à contrer l'influence internationale de la Chine. Ces montants n'étaient pas encore définitivement votés ou dépensés. Les États-Unis ont par ailleurs ajouté 43 entreprises à la liste des entités dont les produits sont interdits d'importation. Cette décision repose sur des soupçons de recours au travail forcé impliquant des Ouïghours en Chine. Concernant le Canada, Donald Trump a déclaré ne pas accorder d'importance particulière à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, alors que Washington et Ottawa prévoyaient de reprendre leurs discussions commerciales. Aucun nouvel accord n'a été annoncé. Concernant la Russie, les 100 membres du Sénat avaient été invités à rencontrer Volodymyr Zelensky lors de sa venue à Washington. Les sénateurs ont ensuite préparé un vote sur un projet de sanctions contre Moscou. Les sanctions contre la Russie étaient présentées comme un hommage au sénateur Lindsey Graham, décédé. Un autre projet de loi prévoit des sanctions contre des responsables russes. Il permettrait également d'imposer des droits de douane de 100% à certains grands importateurs de pétrole ou de gaz russes, ainsi qu'à des pays participant au contournement des sanctions. Selon Reuters, ces dispositions tarifaires pourraient compromettre l'adoption du texte. Dans le contexte de la guerre contre l'Iran, le commandant du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, a averti les militaires que les vidéos filmées avec leur téléphone et diffusées en ligne pouvaient aider Téhéran à évaluer les effets de ses frappes contre les bases américaines.
Donald Trump a réuni son cabinet à Camp David, alors que la guerre contre l'Iran et la hausse des prix de l'essence figuraient parmi les principaux enjeux auxquels son administration était confrontée. Aucune décision non annoncée à l'issue de cette réunion n'est établie. Un sondage APN-ORC indique que 28% des adultes américains interrogés approuvent la gestion de la guerre en Iran par Donald Trump, contre 34% lors de la mesure précédente. Parmi les républicains interrogés, cette proportion est passée d'environ 71 à 61%. Sur le plan de la cybersécurité, Donald Trump a déclaré que l'Iran n'était pas responsable d'une cyberattaque survenue au Minnesota. Aucune attribution alternative n'a été annoncée. L'agence américaine chargée de la cybersécurité a également averti que des pirates informatiques ciblaient de plus en plus les systèmes exploités par les services de distribution d'eau. Dans le domaine de la santé, Reuters a documenté une baisse des ventes de laitue et de la fréquentation de certains restaurants dans le contexte d'une épidémie de cyclosporose. Ces conséquences commerciales reposent sur les données et les témoignages recueillis par l'agence. La Commission fédérale du commerce a engagé une procédure contre Hims et Hers. Elle accuse l'entreprise d'avoir transmis à Meta et Snap des informations relatives à la santé de ses utilisateurs à des fins publicitaires. Ces accusations n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. 4 sénateurs démocrates ont par ailleurs interrogé le secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy Jr., sur un éventuel avantage financier pour sa famille lié à un accord de 50 millions de dollars conclu par Merck dans un contentieux concernant le vaccin Gardasil. Kennedy avait travaillé comme avocat dans certaines affaires avant son entrée au gouvernement. Aucun versement effectif à Kennedy ou à sa famille n'est toutefois établi. Anthony Fauci a, pour sa part, invoqué le 5e amendement lors de son audition devant une commission du Sénat dirigée par les Républicains au sujet de la pandémie de Covid-19. Les accusations formulées par certains élus ne sont pas établies judiciairement. Enfin, la Commodity Futures Trading Commission a ordonné à l'ancien représentant républicain George Santos de verser 35 000 $ pour des opérations que le régulateur présente comme manipulatrices sur la plateforme Kalshi. Le règlement prévoit notamment la restitution d'environ 18 000 $. George Santos l'a accepté sans reconnaître les accusations. Voici l'actualité du continent européen. En Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est poursuivie avec de nouvelles attaques contre des infrastructures, des villes et des navires. Dans la région ukrainienne de Mykolaïv, des attaques de drones russes contre des infrastructures portuaires ont tué une personne et endommagé 3 navires civils, selon un responsable régional ukrainien. À Rostov-sur-le-Don, des drones ukrainiens ont tué 5 personnes, dont un enfant, selon le gouverneur régional russe, Yuri Sluzar. Des immeubles d'habitation, des entrepôts et un centre accueillant des personnes sans domicile ont également été endommagés, selon la même source. Un immeuble résidentiel de Tchekhov, près de Moscou, a par ailleurs été touché lors d'une attaque de drone, selon les autorités russes. Aucune victime n'a été signalée et l'origine exacte du drone n'était pas confirmée indépendamment. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient frappé au moins 2 navires ukrainiens en mer Noire et dans le port de Mykolaïv. Moscou a affirmé que l'un d'eux transportait une cargaison militaire, sans confirmation indépendante de cette qualification. Des drones ukrainiens ont également frappé des raffineries et des installations logistiques à Perm, Ryazan et Taganrog, ainsi qu'en Crimée. Des responsables russes ont fait état d'un mort dans la région de Rostov et de 2 morts en Crimée. Un entrepôt de l'entreprise Wilberry a été évacué à Ryazan. En Ukraine, la Russie a lancé plus de 70 missiles et environ 280 drones, selon Volodymyr Zelensky. Les autorités ukrainiennes ont fait état de 8 morts, dont 3 enfants, et de plusieurs dizaines de blessés. Kiev, Lviv et d'autres régions ont été touchées. Le ministère russe de la Défense a aussi affirmé que ses forces avaient frappé 2 navires transportant des armes et du matériel militaire vers des ports ukrainiens proches d'Odessa. Cette revendication n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé la perte d'un avion de combat F-16 à la suite d'un dysfonctionnement pendant une mission d'interception. Le pilote s'est éjecté et était sain et sauf, selon l'armée ukrainienne. Dans le port russe de Taman, situé dans le détroit de Kertch, des drones ukrainiens ont attaqué un terminal d'exportation de céréales, selon une source du marché agricole citée par Reuters. Cette source a fait état de dommages importants. Dans la région russe de Volgograd, une attaque de drone a provoqué un incendie dans une installation énergétique et des entrepôts, selon le gouverneur régional. 5 personnes ont demandé une assistance médicale. Une femme a également été blessée lors d'une attaque distincte dans la région voisine de Rostov, selon le gouverneur de cette région. L'auteur de ces attaques n'était pas établi. Des frappes russes menées à travers l'Ukraine ont par ailleurs tué au moins 10 personnes, selon le bilan publié par AP. En Pologne,
Un objet a laissé un cratère et des débris dans l'est du pays. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré qu'il semblait s'agir d'un missile russe, mais son identification définitive restait soumise à l'enquête. Des avions de l'OTAN ont été mobilisés après la chute de cet objet. La Roumanie a également déclaré que ses avions F-16 avaient abattu des drones entrés dans son espace aérien au cours de plusieurs incidents successifs. Après les avoir attribués à la Russie, Bucarest a convoqué l'ambassadeur russe et expulsé un diplomate. Sur le plan diplomatique, le Kremlin a déclaré ne pas avoir reçu d'éléments concrets concernant de nouvelles propositions destinées à mettre fin à la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk se sont rencontrés. Ils ont discuté de défense, ainsi que de questions historiques entre l'Ukraine et la Pologne. Aucun accord non communiqué n'est établi. L'Union européenne, de son côté, a annoncé le versement de 3,470 milliards d'euros à l'Ukraine. Ces fonds doivent notamment financer des drones, des systèmes de défense aérienne et des avions. En Russie, les autorités ont annoncé l'inculpation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, pour facilitation d'activités terroristes. Le FSB affirme que des services ukrainiens utilisent Telegram pour organiser des attaques en Russie. En Allemagne, le gouvernement a annoncé une refonte de son dispositif de sécurité après l'attaque meurtrière survenue à proximité de la Marche des Fiertés de Berlin. Le chancelier Friedrich Merz a promis une réponse des autorités. Les procureurs allemands ont ensuite déclaré que l'auteur présumé de cette attaque avait enregistré une déclaration d'allégeance au groupe État islamique. Au Royaume-Uni, un ressortissant norvégien de 19 ans a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Les procureurs ont déclaré qu'il avait été recruté par le réseau criminel suédois Foxtrot. L'affirmation selon laquelle ce réseau aurait été utilisé par l'Iran demeure attribuée au parquet. Concernant Chypre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé son intention de convoquer une réunion multipartite afin de déterminer la suite des discussions sur la division de l'île. Aucun accord de règlement n'a été annoncé. En Italie, le gouvernement et les États-Unis ont annoncé leur intention de formaliser la participation italienne à Pax Silica, une initiative consacrée aux chaînes d'approvisionnement liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. L'Italie a également annoncé suspendre l'application de l'accord frontalier de Schengen dans le contexte des arrivées massives à Ceuta. Aucune conséquence juridique supplémentaire n'est établie. Sur le plan industriel, plusieurs milliers de salariés d'Audi ont manifesté contre la fermeture envisagée d'un site du constructeur. Cette fermeture restait une possibilité contestée et non une décision définitivement exécutée. L'Union européenne a également présenté un projet visant à créer cette gigafactory consacrée à l'intelligence artificielle. Ce projet est accompagné d'un plan de financement de 10 milliards d'euros, sans présenter ces installations comme déjà opérationnelles. Sur le plan économique, les données nationales préliminaires ont établi l'inflation allemande à 2,8% sur un an, contre 2,4% précédemment. L'inflation énergétique a atteint 8,3%, tandis que l'inflation sous-jacente a légèrement reculé à 2,4%. La Bundesbank a également estimé que l'économie allemande avait probablement enregistré une croissance modeste au deuxième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une progression trimestrielle de 0,1%. Cette information demeurait toutefois une estimation en l'absence de données définitives. L'économie de la zone euro a progressé légèrement plus rapidement que prévu au deuxième trimestre. Reuters rapporte notamment l'effet de l'investissement lié à l'intelligence artificielle, des dépenses publiques et de la consommation. L'économie italienne a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 1% sur un an, selon les données préliminaires. L'Institut ISTA a indiqué que la demande intérieure avait compensé la contribution négative du commerce extérieur. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 3,75%. 6 membres de son comité ont soutenu le maintien, tandis que 3 responsables se sont prononcés en faveur d'une hausse. Les niveaux du Rhin ont par ailleurs baissé sous l'effet de la chaleur et du temps sec. Ils se rapprochaient de niveaux historiquement bas, mais les opérateurs de fret poursuivaient leur traversée. En Allemagne, l'Institut Robert Koch estime qu'environ 9800 personnes sont mortes de causes liées à la chaleur depuis le début de l'année. Les personnes âgées de 75 ans et plus représentent la catégorie la plus touchée. Ce chiffre constitue une estimation statistique et non un décompte individuel définitif. Enfin, les pompiers ont poursuivi leurs opérations contre les incendies en France et en Espagne. Environ 220 000 habitants et touristes avaient été évacués en France, tandis que près de 100 000 personnes avaient reçu l'ordre de quitter leur logement en Espagne, selon les premiers chiffres cités par Reuters. Les autorités françaises ont ensuite ordonné l'évacuation de 4 000 personnes supplémentaires sur le littoral atlantique.
AP rapportait qu'environ 330 000 personnes avaient été déplacées par les incendies dans les deux pays. Les équipes françaises continuaient de surveiller les foyers autour de Bordeaux face à l'évolution attendue des vents. En Espagne, 6 régions étaient placées en vigilance orange en raison des températures. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? En Afrique, au moins 30 personnes ont été tuées lors d'une attaque contre un village de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, selon des habitants cités par Reuters. Dans l'État de Benue, au moins 14 villageois ont également été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque distincte, selon un responsable local. Le Nigeria a par ailleurs demandé à l'Afrique du Sud de renforcer la prévention des attaques xénophobes visant les Nigérians et les autres migrants africains. Cette demande a été formulée à Abuja lors d'entretiens avec une délégation sud-africaine conduite par le ministre des Relations internationales, Ronald Lamola. Les deux pays ont ensuite engagé des démarches destinées à réduire les tensions provoquées par ces attaques. Aucun règlement définitif n'a été annoncé. Un responsable sud-africain a également déclaré que l'Union africaine avait accepté une discussion élargie sur les migrations. L44A. Cette discussion intervient après une proposition du Ghana visant à inscrire les violences xénophobes en Afrique du Sud à l'ordre du jour d'une réunion. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes ont manifesté à Goma et Bukavu contre des modifications constitutionnelles susceptibles de permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat. Aucune réforme constitutionnelle n'était présentée comme adoptée. Un audit commandé en République démocratique du Congo a également établi un lien entre des pollutions et les activités d'une entreprise pétrolière franco-britannique, selon le ministère congolais. Sur le plan sanitaire, les données du gouvernement congolais font état de 3 532 cas d'Ebola et de 1 556 morts. Cette épidémie est devenue la 2e plus importante jamais recensée, derrière celle qui avait touché l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Au Soudan, des experts de l'ONU ont conclu, dans un projet de rapport consulté par l'agence Reuters, que des Boeing 727 avaient transporté des mercenaires, des armes et des drones au profit des forces de soutien rapide. Le document n'était pas encore un rapport définitif publié. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé le gouverneur de la Banque centrale, Johnny Oissa, et l'a remplacé par Addis Ababa Otto. Aucun motif n'a été communiqué dans le décret. En Ouganda, l'épouse de l'opposant détenu Kizza Besigye a déclaré qu'il était inconscient et hospitalisé en soins intensifs après s'être effondré pendant une audience. Aucune cause médicale n'a été établie. Au Kenya, 5 agents de sécurité ont été tués lors d'une attaque près de la frontière somalienne. L'attaque était soupçonnée d'avoir été menée par Al-Shabaab, sans attribution définitivement établie. Les autorités kenyanes ont également ouvert une enquête sur la possible présence d'une substance toxique, après la mort de 15 éléphants dans l'écosystème d'Amboseli. La cause des décès n'était pas établie. Kenya Power a par ailleurs annoncé le rétablissement de l'électricité dans plusieurs régions après une panne. Un rétablissement intégral dans l'ensemble du pays n'était pas encore confirmé. En Angola, Unitel, principal opérateur de télécommunications du pays, a déclaré avoir subi une cyberattaque. L'incident a perturbé la téléphonie, les données mobiles et l'accès à Internet à l'échelle nationale. L'auteur et la méthode de l'attaque n'étaient pas établis. Dans le domaine financier, l'Afrique du Sud a ajouté le Kwanza angolais au système régional de paiement transfrontalier utilisé en Afrique australe. La monnaie angolaise devient ainsi une nouvelle devise de règlement au sein de ce système. Les services fiscaux sud-africains ont également annoncé un excédent commercial de 17 750 millions de rand. Les économistes interrogés anticipaient un excédent de 3 450 millions de rand. Woolworths Holdings a, de son côté, déclaré anticiper une progression modérée de son bénéfice annuel après un second semestre difficile. L'entreprise cite notamment les carburants, l'inflation et les taux d'intérêt. Cette annonce constitue une prévision de l'entreprise et non un résultat acquis. Au Ghana, le Fonds monétaire international a achevé la dernière revue de son programme de financement. Cette validation débloque un décaissement de 371 millions de dollars. En Égypte, une loi ratifiée par Abdel Fattah al-Sisi et publiée au journal officiel transforme l'organisme Future of Egypt, lié à l'armée et actif dans l'agriculture, l'industrie et l'importation de produits de base, en une autorité économique placée directement sous la présidence. Le Fonds monétaire international a également achevé 2 évaluations du programme égyptien, donnant au pays accès à environ 1,8 milliard de dollars.
Ce montant comprend environ 1,5 milliard de dollars au titre du programme de prêt et près de 272 millions au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. L'accès au financement ne constitue pas encore son versement matériel. À Madagascar, les États-Unis ont apporté leur soutien au projet de terres rares d'Ampasindava. Un porte-parole du département d'État a déclaré que Washington cherchait à accroître les investissements américains ou alliés dans le secteur minier malgache. Aucune exploitation future n'est présentée comme acquise. L'Agence américaine pour le commerce et le développement a également annoncé le financement d'études préliminaires concernant un projet de production d'ammoniac au Sahara occidental. La construction et l'exploitation du projet ne sont pas considérées comme réalisées. Au Mali, Human Rights Watch affirme qu'une frappe menée par Africa Corp a tué 8 civils dans le village de Kirnia, au centre du pays. Africa Corp a déclaré avoir visé un rassemblement terroriste. En Algérie, au moins 25 personnes ont été tuées et 44 blessées après le renversement d'un autocar dans la wilaya de Boumerdès, selon la protection civile algérienne. Concernant les mouvements migratoires entre le Maroc et Ceuta, les autorités espagnoles ont indiqué que plus de 50 000 personnes avaient franchi la frontière par voie terrestre ou maritime. 57 personnes sont mortes pendant les tentatives de franchissement et 37 500 migrants étaient retournés au Maroc, selon l'agence Reuters. Le gouvernement espagnol a annoncé accélérer les expulsions. Sur le plan économique, SCP Global a annoncé un accord portant notamment sur l'acquisition de l'agence nigériane de notation Agusto Eco. La finalisation de cette acquisition n'était pas encore établie. Enfin, une carte utilisée lors d'une présentation du département d'État américain au Brésil comportait des erreurs de localisation concernant l'ensemble des pays africains. Le département d'État a déclaré qu'un membre du personnel avait modifié la présentation dans l'urgence. Concernant l'Amérique latine, En Amérique latine, le Conseil électoral provisoire haïtien a fixé au 13 décembre le premier tour des élections présidentielles et législatives. Un second tour est prévu le 21 février et les résultats définitifs doivent être publiés le 7 mars. Haïti n'a plus organisé d'élections depuis 2016. Le précédent calendrier électoral avait été reporté en raison de l'insécurité. Au Venezuela, la mission internationale indépendante de l'ONU s'est dite gravement préoccupée par la décision du pays de quitter la Cour pénale internationale. Elle a demandé au Venezuela de réintégrer l'institution. Le gouvernement vénézuélien avait qualifié son retrait d'irrévocable et invoqué un biais géographique de la Cour. Des négociations, soutenues par les États-Unis, entre le gouvernement intérimaire vénézuélien et une partie de l'opposition, ont également été annoncées. Maria Corina Machado ne fait pas partie de la délégation d'opposition qui doit être conduite par Dinora Figuera. Aucune ouverture effective ni aucun résultat de ces discussions n'est établi. L'agence Reuters a par ailleurs rapporté le départ d'un conseiller influent, mais non officiel, de Donald Trump sur les questions vénézuéliennes. Aucune responsabilité institutionnelle officielle ne lui est attribuée. Au Pérou, Keiko Fujimori a prêté serment et pris ses fonctions à la présidence. Le nouveau ministre péruvien des Affaires étrangères, Carlos Espa, a ensuite déclaré que son pays chercherait à approfondir ses relations avec les États-Unis. Il souhaite que Washington réexamine les nouveaux droits de douane visant les exportations péruviennes. Carlos Espa a également annoncé la volonté du Pérou de rétablir ses relations avec le Mexique et la Colombie, ainsi que d'engager une reprise des relations avec le Venezuela. Aucun résultat diplomatique futur n'est présumé. Au Brésil, un sondage BTG Nexus place Luiz Inácio Lula da Silva en tête face à Jair Bolsonaro dans les scénarios électoraux testés. Ce résultat constitue une photographie de l'opinion et non une prévision électorale. Un autre sondage, réalisé par Atlas Intel pour Bloomberg, donne Lula en tête d'un éventuel second tour face au sénateur Flavio Bolsonaro. Le président brésilien recueille 49,2% des intentions de vote contre 42,9% pour son adversaire. Les indécis et les votes blancs ou nuls représentent 7,9%. Le Parti progressiste brésilien a annoncé qu'il resterait neutre lors de l'élection présidentielle d'octobre. Cette décision constitue un revers pour la candidature conservatrice de Flavio Bolsonaro, qui cherchait à former un ticket avec la sénatrice Teresa Cristina, membre de ce parti. Sur le plan judiciaire, un juge de la Cour suprême brésilienne a autorisé la police fédérale à enquêter sur Fabio Luiz Lula da Silva, fils du président. L'enquête porte sur des soupçons d'intervention indue au bénéfice d'un lobbyiste auprès du ministère de la Santé. Aucune culpabilité n'est établie. Les relations entre Brasilia et Washington ont également connu plusieurs développements. Lula a confirmé que le Brésil avait refusé des visas à 2 responsables américains. Il les a accusés de chercher à intervenir dans les élections générales d'octobre.
Cette accusation demeure attribuée au président brésilien. Le Brésil n'avait par ailleurs pas accordé l'agrément nécessaire au candidat choisi par Donald Trump pour devenir ambassadeur des États-Unis. Cette absence d'agrément ne constitue pas nécessairement un rejet définitif. Sur le plan commercial, le ministre brésilien des Finances, Dario Durigan, a déclaré que son pays continuerait à négocier avec les États-Unis au sujet des droits de douane appliqués à plusieurs produits. Son attente d'une solution après l'élection constitue une appréciation et non l'annonce d'un accord. Le Brésil a ensuite demandé l'ouverture de consultations à l'Organisation mondiale du commerce concernant ses droits de douane. Le Brésil et la Corée du Sud ont également convenu de faire avancer les discussions en vue d'un accord commercial entre Séoul et le Mercosur. Cette annonce est intervenue après une rencontre à Brasilia entre Luiz Inácio Lula da Silva et le président sud-coréen Lee Jae-myung. Aucun accord définitif n'a été présenté comme signé. Sur le plan économique, l'inflation brésilienne sur 12 mois a ralenti à 4,52% lors de la mesure de la mi-juillet, contre 4,80% précédemment, selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique. Les données de la Banque centrale du Brésil montrent également que le déficit budgétaire cumulé sur 12 mois a atteint 1300 milliards de réals à la fin juin, soit 9,99% du produit intérieur brut. La dette publique brute a atteint 81,9% du PIB. En Argentine, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a exprimé sa confiance dans les réformes économiques menées par Javier Milei et dans la capacité du pays à faire face à ces échéances de dette. Elle a cité l'accumulation des réserves, le recul de l'inflation, la discipline budgétaire et l'amélioration du profil de risque souverain. Cette appréciation ne constitue pas une garantie. Un rapport du FMI avait également évalué à 32 milliards 300 millions de dollars les paiements argentins en devises prévus, avant le report de 6 milliards de dollars de financement. Javier Milei a également annoncé un projet de réforme de la charte de la Banque centrale argentine. Le texte vise à renforcer son indépendance et à limiter sa capacité à financer les dépenses publiques. Il ne s'agit pas encore d'une loi adoptée. En Bolivie, le Fonds monétaire international et les autorités ont conclu un accord au niveau des services concernant un programme de financement d'1,9 milliard de dollars sur 3 ans. L'accord reste soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI et du Congrès bolivien. Au Mexique, une première enquête Reuters auprès d'économistes estimait que l'économie avait rebondi au deuxième trimestre. Cette information constituait alors une estimation et non un résultat officiel acquis. Une estimation préliminaire de l'Institut national de statistique a ensuite établi une progression de l'économie mexicaine de 1,5% par rapport au trimestre précédent, après une contraction de 0,6%. Les activités primaires, l'industrie et les services ont tout enregistré une hausse. Les autorités mexicaines ont par ailleurs arrêté un chef de gang présumé, accusé d'avoir ordonné l'assassinat du maire d'Uruapan, Carlos Manso. Sa responsabilité demeure une accusation des autorités. Au Guatemala, un homme récemment expulsé des États-Unis et son épouse ont été retrouvés morts dans un champ de canne à sucre. Leur bébé a été retrouvé vivant à leur côté. Les circonstances exactes des décès restaient soumises à l'enquête. Au Nicaragua, Daniel Ortega cherche à faire passer de 6 à 7 ans la durée du mandat présidentiel et à exclure des futures élections les personnes qualifiées de traîtres, selon le projet rapporté par Reuters. Cette réforme n'est pas présentée comme définitivement entrée en vigueur. Enfin, la costaricienne Rebecca Greenspan est arrivée en tête d'un scrutin informel du Conseil de sécurité concernant la succession au poste de secrétaire général des Nations Unies. Ce résultat reste indicatif et ne signifie pas que sa nomination est acquise. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Inde, le gouvernement a engagé une réforme du système national des examens, après un mouvement de protestation de jeunes et la démission du ministre de l'Éducation. Les manifestations étaient liées à des fuites et à des irrégularités concernant des examens publics. Les autorités indiennes ont également suspendu un policier, accusé d'avoir tiré avec un fusil AK-47 lors de manifestations étudiantes. Cette mesure disciplinaire ne constitue pas une décision judiciaire définitive. En Chine, des machines nationales de lithographie ultraviolette profonde par immersion ont commencé à être fabriquées, selon une information de The Information. Ces équipements sont utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. Le marché concerné est dominé par le groupe néerlandais ASML. L'information n'était pas confirmée indépendamment, d'après Reuters. Les actions du fabricant chinois de mémoire CXMT ont commencé à être négociées à Shanghai.
Son introduction en bourse a permis de lever 57 milliards 920 millions de yuan, soit environ 8 milliards 600 millions de dollars. C'est la plus importante introduction en bourse réalisée en Asie depuis le début de l'année, selon Reuters. PCG Global a annoncé la clôture d'un tour de financement dirigé par Gen Zero, une société détenue par Temasek. Les fonds doivent financer l'expansion internationale de sa plateforme d'énergie propre. Leur montant n'a pas été précisé. Au Japon, les prix à la production dans les services ont progressé en juin. Cette évolution est inscrite dans un contexte de coûts élevés du transport de marchandises liés aux perturbations provoquées par le conflit avec l'Iran. En Australie, la première ministre de l'État de Victoria a annoncé sa démission avant les élections prévues en novembre. En Corée du Sud, l'indice Kospi a reculé de 10,84% et clôturé à 6023,66 points. Cette séance est reliée à une vente massive des valeurs des semi-conducteurs et aux préoccupations concernant la concurrence chinoise après l'entrée en bourse de CXMT, selon l'agence Reuters. Le constructeur chinois BYD a lancé au Japon une petite voiture électrique baptisée Rako, destinée au marché japonais des kei-cars. Aucun résultat commercial futur n'est présumé. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que les relations entre le gouvernement et la Banque du Japon étaient normales et fluides. Elle a rappelé que la conduite quotidienne de la politique monétaire relevait de la Banque centrale. En Malaisie, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que son pays devrait réexaminer la présence du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés si l'agence ne renforçait pas le contrôle de la délivrance de ces documents. Cette déclaration est intervenue après l'arrestation de plus de 100 demandeurs d'asile Rohingyas près des locaux de l'agence à Kuala Lumpur. Aucun retrait du HCR n'a été décidé. Au Vietnam, des agents des douanes américaines ont effectué des inspections ponctuelles dans des usines liées à des intérêts chinois, selon Bloomberg. Les contrôles auraient notamment porté sur l'origine des matières premières et sur la valeur ajoutée au Vietnam. La gouverneure de la Banque de réserve d'Australie a déclaré que l'inflation sous-jacente restait trop élevée. Elle a indiqué que la banque était disposée à relever de nouveau ses taux si les 3 hausses déjà décidées ne suffisaient pas. Aucune nouvelle hausse n'était annoncée. En Inde, Brookfield Asset Management estime qu'environ 6,5 gigawatts de capacité de centres de données consacrés à l'intelligence artificielle pourraient être mis en service au cours des 5 prochaines années. Cette donnée constitue une projection de l'entreprise et non une capacité déjà opérationnelle. Au Japon, un séisme de magnitude 7,1 a frappé l'île de Kyushu. Au moins 3 décès ont été confirmés et plusieurs personnes ont été blessées ou portées disparues. Une alerte au tsunami a été déclenchée, puis levée. Plus de 260 000 personnes ont reçu une consigne d'évacuation. Le bilan de ce séisme a ensuite continué de s'alourdir. Les opérations de recherche se poursuivaient dans un centre commercial partiellement effondré. Des logements restaient privés d'eau ou d'électricité et plusieurs entreprises avaient suspendu leur production. En Chine, l'autorité chargée du cyberespace a publié un projet de loi visant le cyberharcèlement, notamment les abus facilités par l'intelligence artificielle. Le texte prévoit une vérification de l'identité réelle avant certaines publications ou utilisations de services de messagerie. Il ne s'agit pas encore d'une loi entrée en vigueur. Des bâtiments militaires chinois et russes ont achevé une patrouille conjointe de plus de 2 semaines et sont arrivés à Vladivostok, selon l'agence officielle chinoise Xinhua. La force navale avait navigué dans plusieurs zones maritimes d'Asie du Nord-Est et du Pacifique occidental. L'entreprise américaine Seasats a déclaré que l'un de ses drones maritimes autonomes avait approché et filmé un destroyer chinois dans la zone économique exclusive des Philippines. La vidéo a été authentifiée, selon l'agence Reuters, mais les circonstances opérationnelles demeurent attribuées à l'entreprise. La Nouvelle-Zélande a annoncé l'achat de drones de frappe dans le cadre de la modernisation de ses capacités militaires. Aucun déploiement opérationnel n'est encore établi. Les autorités malaisiennes ont libéré plus de 100 demandeurs d'asile Rohingyas précédemment placés en détention. En Corée du Sud, le Kospi a connu une nouvelle forte baisse. L'indice a clôturé en recul d'environ 6%, après avoir perdu jusqu'à 12,6% pendant la séance. Les résultats de SK hynix ont participé à ce mouvement. Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs UMC a relevé son programme d'investissement et annoncé l'extension de ses capacités à Taïwan et à Singapour dans le contexte de la demande liée à l'intelligence artificielle. Aucun résultat futur de ces investissements n'est présumé. Au Japon, les recherches se sont poursuivies après le séisme, notamment dans un centre commercial touché par un effondrement et une explosion. AP faisait alors état d'au moins 18 morts.
le bilan demeurait susceptible d'évoluer. La première ministre japonaise Sanae Takaichi a demandé à son parti de préparer une réduction temporaire de 8 à 1% de la taxe sur la consommation appliquée aux produits alimentaires pendant 2 ans. Cette mesure restait au stade de projet. Le gouvernement japonais a également ramené sa prévision de croissance réelle pour l'exercice budgétaire à 0,9% contre 1,3% auparavant. Il s'agit d'une prévision officielle et non du résultat annuel. En Chine, les dirigeants ont annoncé vouloir accélérer certaines dépenses budgétaires déjà programmées, notamment dans les infrastructures. Aucun nouveau plan massif de relance n'a été annoncé. Pékin a déclaré qu'il prendrait des mesures de rétorsion si les États-Unis maintenaient leur interdiction concernant certains robots et onduleurs électriques chinois. Aucune mesure de rétorsion n'était présentée comme déjà appliquée. Aux Philippines, Ferdinand Marcos Jr. a autorisé la transmission au Sénat les dossiers fiscaux de la vice-présidente Sara Duterte dans le cadre de son procès en destitution. Cette décision ne préjuge pas de l'issue de la procédure. Les médias d'État chinois ont diffusé des images et des informations suggérant un déploiement élargi du missile antinavire hypersonique YJ-1. Le constat demeure limité aux éléments officiellement présentés. Samsung Electronics a annoncé une forte hausse de son bénéfice trimestriel, soutenue par les prix des mémoires et la demande liée à l'intelligence artificielle. L'éventuelle prolongation de pénurie de certaines puces jusqu'en 2028 demeure une prévision de l'entreprise. Le yen s'est fortement apprécié face au dollar. Des analystes ont d'abord soupçonné une intervention officielle. Une source de marché, citée par Reuters, a ensuite indiqué que le Japon avait acheté des yens et vendu des dollars sur le marché new-yorkais. Aucune confirmation ministérielle n'était alors annoncée. En Chine, les autorités locales ont annoncé que le glissement de terrain survenu à Chongqing avait fait 51 morts. 10 personnes restaient portées disparues. La Banque du Japon a ensuite maintenu ses taux directeurs. Le département du Trésor américain a informé des banques qu'ils pourraient intervenir sur le marché du yen, selon une source citée par Reuters. Aucune intervention américaine n'était présentée comme réalisée. Les données de la Banque du Japon indiquent que le pays pourrait avoir mobilisé jusqu'à environ 58 970 millions de dollars dans ses interventions destinées à soutenir le yen. Ce montant constitue une estimation tirée des données de la Banque centrale. Une photographie prise pendant une réunion du cabinet américain a également montré, sur la liste de tâches du secrétaire au Trésor Scott Bessent, une mention concernant l'achat de 5 à 10 milliards de dollars de yens. Cette mention ne prouve pas qu'une transaction a été exécutée. En Chine, Xi Jinping a appelé à approfondir la lutte contre la corruption au sein de l'armée et à poursuivre sa modernisation, selon l'agence officielle Xinhua. Aucune nouvelle sanction non annoncée n'est établie. Les gardes-côtes chinois ont mené des patrouilles dans les eaux situées à l'est de Taïwan. Pékin les a présentées comme des opérations ordinaires d'application de la loi. Taïwan les a condamnées comme une opération politique destinée à étendre le contrôle chinois. Au Japon, le bilan du séisme a atteint 34 morts, selon AP. Plusieurs usines automobiles et de semi-conducteurs ont interrompu leur activité. Des habitants dormaient dans leurs véhicules en raison des répliques, de la chaleur et des perturbations de l'approvisionnement en eau. Aucune durée de paralysie des usines n'était annoncée. La Banque de Corée estime que l'économie nord-coréenne a progressé de 3,5% en 2025, après une croissance estimée à 3,7% l'année précédente. Ces chiffres restent des estimations sud-coréennes, faute de statistiques nord-coréennes complètes. Les médias d'État nord-coréens ont déclaré que l'expansion des forces américaines au Japon augmentait le risque d'un affrontement dans la péninsule coréenne. Cette appréciation leur demeure attribuée et aucun affrontement futur n'est présenté comme établi. Au Myanmar, Min Aung Hlaing a critiqué le plan de paix de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et présenté les priorités de son gouvernement. Enfin, Sony a annoncé une hausse de 40% de son bénéfice au premier trimestre. Le groupe a également relevé de 8% sa prévision de bénéfice annuel à 1 720 milliards de yens. Le résultat trimestriel réalisé demeure distinct de cette prévision annuelle. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Au Moyen-Orient, Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient de bonnes discussions avec l'Iran. Aucun accord formel n'a été annoncé. Le format, le niveau ainsi que le contenu précis des échanges n'étaient pas établis. Benjamin Netanyahou s'est rendu à Washington pour rencontrer Donald Trump. Il avait déclaré que l'Iran constituerait le principal sujet de leur discussion. Les deux dirigeants se sont ensuite rencontrés à la Maison-Blanche pour leur première réunion en personne depuis le début de la guerre contre l'Iran. Benjamin Netanyahou a qualifié la réunion d'excellente
Mais aucun accord formel précis n'a été annoncé. Donald Trump a de nouveau présenté les discussions avec l'Iran comme positives. Il a toutefois renouvelé ses menaces contre la montagne Pickaxe, des ponts et des centrales électriques en cas d'échec. Aucun état réel des négociations n'est déduit de cette déclaration. L'Iran avait annoncé qu'il suspendrait ses attaques tant que la pause américaine dans les bombardements resterait en vigueur. Donald Trump avait interrompu la campagne américaine contre l'Iran, tandis qu'Israël avait averti qu'il répondrait à toute nouvelle attaque iranienne. Aucun cessez-le-feu formel n'était établi. Les échanges militaires ont ensuite repris. L'armée américaine a déclaré avoir intercepté plusieurs missiles balistiques lancés par l'Iran en direction de forces américaines au Moyen-Orient. L'interception et l'origine des missiles demeurent attribuées aux autorités américaines. Le CENTCOM a également annoncé avoir mené, pendant environ 2 heures, des frappes contre plusieurs dizaines de cibles des gardiens de la Révolution en Iran. Parmi les objectifs annoncés figuraient des centres de commandement et des installations liées aux drones. Un reportage de CBS News, fondé sur des sources, a ensuite rapporté que les États-Unis et Israël préparaient une campagne de frappe contre des infrastructures énergétiques iraniennes. Selon ces sources, Donald Trump n'avait pas encore donné son autorisation définitive. Ces frappes n'étaient donc pas présentées comme décidées ou réalisées. En Irak, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont frappé des groupes soutenus par l'Iran, selon Reuters. Un bilan de 20 combattants tués a été rapporté. Les forces de mobilisation populaire irakiennes ont attribué certaines frappes aux forces américaines et saoudiennes. En Arabie saoudite, les autorités ont déclaré avoir intercepté plusieurs drones lancés depuis le territoire irakien. Selon Riyad, ces appareils visaient des installations pétrolières dans la province orientale. Au Koweït, une frappe iranienne a touché un bâtiment appartenant à une entreprise chinoise, selon l'armée koweïtienne. Un employé a été tué. Les gardiens de la révolution iraniens ont, par ailleurs, affirmé avoir frappé 2 pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Le Koweït a annoncé avoir intercepté des drones. Les frappes contre les navires demeurent attribuées aux gardiens de la Révolution. En Jordanie, les autorités ont annoncé avoir intercepté des missiles lancés depuis l'Iran. L'armée jordanienne a ensuite déclaré avoir abattu 5 nouveaux missiles iraniens. Concernant l'armement iranien, 3 sources citées par Reuters ont déclaré que l'Iran devrait recevoir une première livraison de systèmes anti-aériens portatifs de fabrication chinoise. L'accord rapporté porterait sur 300 à 400 lanceurs QW-12 et FN-16 pour une valeur estimée entre 60 et 70 millions de dollars. La Chine a déclaré cette information sans fondement et le Pakistan a nié toute implication. Aucune livraison n'était présentée comme réalisée. Les États-Unis ont également annoncé de nouvelles sanctions liées à l'Iran. Elles visent notamment des assureurs et des pétroliers associés, selon le Trésor américain, aux activités maritimes iraniennes. Ces motifs demeurent ceux exposés par l'administration américaine. Sur le plan intérieur, l'Iran a exécuté 2 hommes condamnés pour des accusations liées aux manifestations nationales de janvier, selon les médias d'État iraniens. Dans le détroit d'Ormuz, Oman a présenté à l'Iran une proposition soutenue par plusieurs États du Golfe concernant une gestion régionale conjointe du passage maritime, selon 2 sources citées par Reuters. Le projet prévoit des contributions volontaires des compagnies maritimes. Aucune acceptation iranienne ni aucun accord régional n'ont été annoncés. Le trafic maritime est resté limité dans le détroit. Un méthanier contrôlé par Qatar Energy a toutefois quitté Ormuz. Selon les données de suivi maritime citées PA, il s'agissait du premier navire de ce type enregistré à la sortie du détroit depuis le 11 juillet. 2 très grands pétroliers ont ensuite quitté Ormuz, où la circulation demeurait faible. Les navires circulant sans signal de suivi public n'étaient pas intégrés au décompte disponible. Dans la zone de Bab el-Mandeb, 28 navires ont d'abord franchi le passage maritime en une journée. Selon les données de Kepler, il s'agissait du niveau le plus élevé enregistré en 4 jours. Le nombre de passages a ensuite atteint son niveau le plus élevé en une semaine. Cette évolution ne constituait pas, à elle seule, un retour durable à un trafic normal. 2 pétroliers, transportant du pétrole saoudien vers l'Inde, ont également franchi Bab el-Mandeb après avoir interrompu leur signal de suivi public, selon 2 sources citées par Reuters. Un nouveau relevé a ensuite établi le passage de 29 navires de marchandises en une journée, avec 19 entrées et 10 sorties. En mer Rouge, les Houthis du Yémen ont déclaré avoir lancé des missiles balistiques contre un pétrolier saoudien. Ils ont affirmé que le navire avait été contraint de changer de route, mais l'impact des missiles n'était pas confirmé indépendamment. En Égypte,
le gouvernement a annoncé qu'un drone avait provoqué l'incendie de 2 navires gaziers dans le port de Damiette. Aucun responsable de l'attaque n'avait été identifié. En Cisjordanie occupée, des habitants palestiniens ont déclaré avoir défendu leur village contre des colons cherchant, selon eux, à les chasser de leurs terres. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou a qualifié l'un des incidents de terrorisme. Il a été constaté la présence de troncs coupés après que des habitants ont affirmé que des colons avaient abattu des oliviers et des figuiers, selon Reuters. À Gaza, Israël a annoncé qu'il autoriserait l'entrée d'une force multinationale de sécurité proposée dans le cadre du plan américain pour le territoire. L'entrée effective de cette force n'était pas confirmée. L'agence Reuters a également documenté l'avancée de blocs jaunes, marquant la limite de la zone militaire israélienne dans le quartier de Zaytoun. Des habitants ont déclaré avoir dû quitter une nouvelle fois leurs abris après des ordres d'évacuation et l'extension de cette limite. Des frappes israéliennes ont, par ailleurs, tué 4 personnes dans la bande de Gaza, dont 2 enfants, selon les informations rapportées par Reuters. Dans le secteur agricole, des apiculteurs de Gaza tentent de reconstituer leurs ruches après la destruction ou la perte d'une partie de leurs exploitations. Certains utilisent les toits ainsi que des compléments de sucre en raison de l'accès limité aux terres agricoles. Concernant le Hamas, Donald Trump a déclaré que le Board of Peace avait conclu un accord portant sur le désarmement du mouvement à Gaza. Les modalités et l'application effective de cet accord demeuraient incertaines. Un responsable du Hamas a ensuite déclaré que le mouvement ne mettrait en œuvre ce projet qu'après son approbation par Israël et l'exécution de plusieurs engagements israéliens. Une source politique israélienne a, de son côté, déclaré qu'Israël ne retirerait pas ses forces de leur ligne actuelle avant un désarmement effectif du Hamas. À ce stade, l'accord annoncé n'était pas présenté comme appliqué. Pour ne rien rater de la suite, abonnez-vous.